Hémisphère son. Leila Martial. Deuxième partie. Interview à distance de Leila Martial, vocaliste multitimbrée. Et puis, il y a la musique des Pygmées Aka. Et il y a un projet actuellement, d'ailleurs, qui est Aka. Et avant ce projet précis qui est en cours de conception, d'aboutissement, tu utilisais déjà des éléments, en tout cas, même dans Babox, même dans d'autres projets, on entendait des petits passages un peu, des yodels, des rythmes aussi particuliers qui étaient déjà inspirés par ces cultures. Oui, j'ai pas attendu que ce projet se réalise pour écouter beaucoup de ces chants-là par disque. Il y a beaucoup de choses Okora aussi, notamment. Oui, j'écoute ces musiques, évidemment, depuis longtemps. Comme les musiques traditionnelles orientales aussi, indiennes. Je suis allée en Inde aussi. Toutes les techniques de chant traditionnelles, ça me touche beaucoup. Puis ça vient enrichir cette improvisation et sortir du cadre du scat, parce que finalement c'est pas le scat qui m'intéresse, c'est la liberté vocale.
Alors ça m'a fait penser, et on en a parlé un petit peu hors antenne, immédiatement à l'album de Björk, Medula, ce qu'elle a fait en 2004. En fait, elle a fait une sorte de tour du monde du chant, aussi bien dans les musiques traditionnelles que aussi dans les musiques même pop, rock, etc., avec des voix incroyables qu'elle a rencontrées et intégrées. C'est un peu ton univers, ça aussi. Complètement. Quand j'ai entendu cet album, je me suis dit, oh non, elle l'a fait. Et figure-toi que je suis en train de le faire, moi. Je suis en train, en ce moment, de rassembler toutes ces Leïla qui ont collaboré avec tellement de gens, puisé dans tellement de musique, et de faire, ouais, de faire mon album solo. Ça va prendre du temps, mais je suis en train de rassembler aussi beaucoup de choses que j'ai enregistrées, faites depuis une quinzaine d'années, et puis d'essayer de faire émerger l'essence, on va dire. Mais je me suis toujours dit ça, hein, depuis mes 17 ans, que je ferais ce disque avec juste ma voix. Et donc effectivement, l'album de Björk, ouais, oui, c'est grandiose. Alors, puisqu'on parle d'influence, justement, je voudrais aussi savoir quelles sont tes influences. Quand on écoute Box, quand on écoute certains de tes projets, on a aussi une énergie rock, une énergie pop. Et je sais que tu n'es pas insensible aussi à cet univers-là. Bien sûr, il y a le jazz, mais pas uniquement. Est-ce que tu peux me citer quelques-unes de tes influences, justement, dans tous ces domaines? J'imagine que c'est gigantesque, mais en essayant de se concentrer sur des sources principales. Ouais. Alors, il faut savoir que, rien à voir, mais moi j'ai grandi dans un milieu de musiciens classiques. Donc, quelque part, le bagage que j'ai, c'est la musique classique et baroque. Après, à 10 ans, j'ai été à Marciac, donc du jazz très tôt, au piano, tout ça. La musique zigane. Après, on écoutait, ma mère écoutait les Beatles, aussi Barbara, Brel. Finalement, le rock, il y a eu Jeff Buckley. Le rock pur et dur, on n'a pas beaucoup écouté. Après, moi, j'ai une énergie assez rock et assez rentre dedans aussi. Donc, c'est quelque chose où j'ai besoin. C'est viscéral, quoi. Il y a quelque chose de viscéral aussi quand je chante. Donc, j'ai été amenée un peu plus tard à écouter. Mais finalement, j'en ai pas tant écouté que ça. C'est marrant, on perçoit ça dans ma musique. Mais moi, j'en ai pas tant que ça à écouter. C'est juste que mon énergie correspond à cette esthétique, mais j'ai pas tant besoin d'en écouter pour que ça ressorte. J'ai écouté des choses un peu plus douces finalement. Par exemple, j'étais plus Beatles que Rolling Stone. Simon et Garfunkel, je crois aussi. Ça aussi, c'est très vocal. Oui, oui, oui. Ah bah ouais, la voix, ça c'est sûr que ça m'a toujours suivi. Et pop. Oui, et pop aussi. Ouais, des belles mélodies. C'est quelque chose qui te touche, ça, la belle mélodie aussi, le côté immédiatement accessible de la pop. Alors oui, alors la mélodie, c'est pour moi, c'est primordial, on va dire. C'est ce qui va me toucher. D'ailleurs, c'est pour ça que quand même j'écoute des chanteurs de chansons françaises, enfin même une Barbara, tout ça, je suis d'abord attrapée par la mélodie, avant les mots. Il me faut un temps, il me faut plusieurs écoutes. Ça m'intéresse moins, c'est même pas une volonté, c'est comme ça. Les mots m'attrapent pas en premier plan. Et la mélodie, les Beatles par exemple, je pense que ça c'est une bonne formation pour devenir mélodiste. Et ça c'est vrai que c'est important pour moi, la mélodie. Donc voilà, je sais pas si je réponds à la question des influences, mais et puis aujourd'hui, après il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai du mal à répondre parce que je fouille un peu, voilà, quand je découvre quelque chose, ça m'amène ailleurs, et puis Ce qu'on a bien compris en tout cas, c'est qu'il y a un panel très très large, ça c'est évident, même si tu n'as pas dit tous les noms, on a vu qu'il y avait des esthétiques très très variées. Et puis ça fait déjà plusieurs fois que j'entends ça, il y a un moment de synthèse actuellement. Tu es en train de faire une synthèse de tout ce qui t'a constitué. Tu parlais aussi de ce projet de faire un peu ton médula à toi, ton album vocal avec toutes ces influences. C'est quoi? C'est un moment particulier dans ton parcours? oui, c'est un moment vraiment particulier dans mon parcours qui a commencé, on va dire, un peu avant le premier confinement. J'avais un désir fort de ralentir pour aller au fond de ça, de ces choses-là, de mon solo, en fait, en gros. Et donc c'est pour ça que quand est arrivé le premier confinement et les événements,
À titre personnel, c'est arrivé un peu comme une bénédiction. C'était clairement le bon moment pour moi et ça me laisse du temps pour me consacrer à ce chantier-là qui est très important pour moi. C'est comme le projet fondamental, on va dire. Donc il y a effectivement tous ces maquettages que j'ai depuis plus de 10 ans, on va dire 15 ans. Il y a aussi tous ces concerts improvisés que j'ai faits avec mes pédales d'effet. Il y a aussi tout un travail sur la musique de Bach et la musique classique. Et ça ressurgit malgré moi. C'est comme ça. Il y aura pas mal de morceaux classiques réarrangés. Chose que j'avais aussi fait un petit peu avec Valentin Secaldi, dans notre duo Phil. Avec le violoncelle, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, ouais, c'est un moment. Et puis, je vais travailler avec un ingé son à côté de moi, avec qui on va faire de la production aussi, sur un logiciel Ableton, enfin, où j'essaie en même temps de me former à la technique, un petit peu plus pratico-pratique, et pouvoir gérer un peu plus de façon autonome la technique. Donc voilà, je suis là-dessus et ça me demande beaucoup de temps finalement. Et comme on en a, c'est pas mal. On va dire que là, je suis surtout sur l'album. Et après, ça va se décliner en un spectacle. Tout ce qu'il y a sur l'album ne sera pas sur scène parce qu'il va y avoir un travail scénographique aussi, avec les objets. Enfin, ça va être une autre dimension. Il y aura la clown Leila aussi là-dedans. Mais c'est un projet, on va dire, à 360 degrés, avec le disque, le spectacle, les écrits dessus, de la vidéo, du costume. Enfin voilà, j'ai envie de faire quelque chose, de faire une œuvre, entre guillemets. Bah, ça fait rêver. Tout ça, ça fait rêver. Ton groupe Babox, on en a déjà un peu parlé au fil des questions. Ça a l'air d'être un projet quand même très important, hein, bien sûr, de ton parcours. Donc avec Pierre Téréjol à la guitare, avec Eric Pérez à la batterie, mais pas uniquement d'ailleurs, parce que tous les deux chantent, tous les deux aussi font d'autres effets. Hein. Babox déjà, alors tu nous l'as dit, c'est la boîte à quoi, à Belmont, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, si on est vraiment tatillon sur la traduction, c'est plutôt le mouton qui fait bas et la chèvre elle fait ma. Mais l'idée, c'est la chèvre. Voilà, c'est le pendant de la boîte à meux. Mais c'est l'idée, quoi. D'accord. Et ce groupe, alors moi ce que je trouve qui fait un peu pop ou un peu rock sur le premier album en tout cas, c'est que notamment dans les prises de son, que ce soit en concert ou sur le disque, la batterie, la basse sont très en avant. Il y a un côté quand même très rentre-dedans. C'est aussi ça, hein, qui donne ce côté rock dont on parlait tout à l'heure. Mais pas uniquement. Il y a des passages aussi extrêmement expérimentaux. Il y a des moments presque pop aussi avec des belles mélodies, même des chansons avec des paroles de temps en temps, ça arrive. J'ai même vu que tu avais repris un texte de Charlie Chaplin au début de votre parcours, sur le premier album en tout cas. Alors dis-nous un petit peu ce qui a changé entre les deux albums, entre Babel et Warm Canto. Alors effectivement, la rencontre avec Pierre et Eric, la musique qui a jailli de cette rencontre, c'était quelque chose de plus rugueux, de plus rock, presque plus garage. Et donc on a fait cet album Babel. Et suite à ça, moi j'étais dans une démarche d'épurer et d'aller encore plus optimiser les possibilités de la voix et de l'instrument sans effet. Et j'ai eu envie de les amener sur ce chemin-là, qui est un long chemin, et finalement on y est encore là actuellement, à aller de plus en plus au fond de cette idée d'acoustique. Donc la nouvelle configuration de Warm Canto, c'est que moi j'ai enlevé les pédales, que je suis au glockenspiel, que Pierre il n'a plus de guitare électrique mais il a une guitare acoustique, et que Eric il a des percussions, un caron, voilà. Donc l'idée c'était de revenir on va dire, à l'os, et puis et de revenir à la source. Mais ça, c'est long, c'est un long cheminement de se défaire aussi de ces palliatifs, ou j'en sais rien, parce que ça fait exister différentes parts de nous-mêmes, on va dire. On a cette énergie très rock, mais finalement elle y est quand même dans cette configuration acoustique.
Donc voilà, bon, Warm Canto, c'est plus un travail, ça ressemble plus à de la musique du monde, on va dire, même si il y a beaucoup d'improvisation. Je parle juste d'esthétique quand je dis musique du monde. Et musique du monde imaginaire, on dit d'ailleurs. Et là, actuellement, on va carrément aller au bout de ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'un micro en avant-scène, type bluegrass, c'est ce qu'ils pratiquent dans le bluegrass, Ouais. et on traite nos deux répertoires de façon vocale, enfin il y a une guitare, il y a le glock, il y a plein de petites percus, mais il n'y a plus cette amplification en arrière-scène. Et on essaie d'aller au bout de cette idée-là de bas-box de poche, bas-box intime et foisonnant, mais avec les moyens du bord. C'est plutôt bon signe, c'est plutôt sain quand un groupe ne reste pas sur les mêmes méthodes et qu'il évolue continuellement, comme tu es en train de nous l'expliquer. Ça, c'est vrai que c'est un désir fort. Je veux dire, avec Eric, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Avec Pierre et Eric, ça fait 7 ans. Et il y a, je veux dire, c'est la mode finalement de changer de groupe pour changer de direction. Et j'avoue que moi, j'ai envie de miser sur cette fidélité et puis le fait que finalement, on peut être multiple au sein d'un même contexte avec des personnes qu'on connaît bien. Et c'est très riche. Parce que ce soit Eric, Pierre ou moi, on développe nos solos, on apprend énormément au sein de ce groupe, on grandit beaucoup, et, et puis, ouais, voilà, enfin, c'est tout. C'est une philosophie aussi. Bah, c'est déjà pas mal. J'en viens à ton engagement écologique et je me demande s'il n'y a pas un rapport aussi dans cette manière d'aller à l'os, comme tu le dis, c'est-à-dire d'aller vers un peu enfin, l'acoustique, de réduire un seul micro, moins d'effets, moins d'amplification. Alors c'est symbolique, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours bien sûr la scène, il y a toujours les déplacements, il y a toujours tout ça, mais il y a quelque chose de très important, tu le revendiques sur ton site, on t'a vu prendre la parole là-dessus beaucoup. Il y a cet engagement écologique, il y a l'idée de faire que nos pratiques artistiques, aussi bien pour les organisateurs de concerts que pour les artistes eux-mêmes, que pour enfin, toute la chaîne de production, on puisse aussi s'engager pour que le monde change, les choses bougent, avec un véritable manifeste que tu as écrit, je crois que c'est toi qui l'as écrit. Co-écrit avec Grégoire Letouvier, Pierre Perchaud, Camille Durand, Rémi Leclerc et Aude Chandonnet. Bon, alors je suis démasquée, effectivement, je suis un petit peu décroissante. Et à tout point de vue, mais de toute façon, ça a beaucoup de sens de mettre en lien la démarche artistique de la démarche sociale, féministe. Enfin, en fait, en gros, on est une seule personne, il y a une cohérence, forcément. Donc, comment dire, oui, ça c'est arrivé l'année dernière avec ce confinement où on a enfin eu du temps aussi pour, pour se cultiver aussi et puis s'intéresser plus profondément à des chantiers et des sujets qui nous intéressaient. Donc moi l'écologie ça m'a toujours touchée, le rapport à la planète.
Et donc, c'était suite à la lecture du bouquin d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui m'a laissé un constat quand même assez douloureux. Et je me suis dit que c'était pas possible de rester les bras croisés sans faire quelque chose aussi dans notre secteur. Parce qu'on a un rapport, en fait, on est tous dans cette société capitaliste et consumériste, et dans tous les domaines. Donc l'idée c'est que je trouve qu'il faut qu'on remette du sens dans ce qu'on fait et qu'on arrête d'enchaîner ou de consommer de la date, de consommer du projet, et aussi avec ce truc d'obsolescence programmée des projets, le fait de toujours enchaîner, toujours avoir de l'actu, d'aller à l'autre bout du monde pour faire une date, et de revenir. Finalement, c'est énergivore pour tout le monde, enfin, que ce soit pour le musicien qui passe plus de temps dans les transports que sur le lieu, pour la boîte de production qui passe plus de temps à faire de la logistique transport qu'à développer des beaux projets avec des valeurs. Aussi revaloriser l'artiste qui agit localement, arrêter avec ce récit de l'artiste star qui a l'agenda qui désemplit pas, et puis finalement dévaloriser toujours les gens qui font des actions sur leur territoire. C'est prendre un peu de recul comme ça et se dire en fait c'est quoi les choses importantes. Parce que si on dit sans cesse que c'est l'éducation des consciences, que ça démarre enfant et tout ça, pourquoi on valorise pas? Mais c'est au même titre dans l'éducation nationale, ou dans les gens qui s'occupent de la petite enfance, tous ces métiers-là. On n'arrête pas de dire que c'est à ce moment-là que ça se passe, et on valorise pas ces métiers. Donc voilà, après bon, moi j'ai une position d'artiste privilégié aussi qui tourne beaucoup. C'est difficile pour un jeune artiste de faire déjà le deuil de cette projection-là de carrière, alors qu'il a rien eu encore, et c'est pas ça qu'on demande. En fait c'est un changement de paradigme. Donc quand on commence à s'attaquer à ça, c'est gigantesque. C'est la société dans son ensemble en fait qu'il faut repenser. Parce qu'on est tous embringués dans une façon de faire les choses on marche sur la tête en fait. Tout le monde est crevé. Mais en parlant des jeunes artistes qui n'auraient pas encore eu une carrière qui débute avec toutes les possibilités que ça peut offrir, il y a quand même des choses extrêmement simples et logiques que tu proposes dans ce manifeste, que vous proposez dans ce manifeste, puisqu'il est écrit à plusieurs mains. Les déplacements sur le territoire sans avion, justement en train, amener sa propre nourriture dans le train pour ne pas utiliser des couverts en plastique, demander dans les salles à manger des produits locaux. Enfin, ce sont des choses très simples, très logiques et finalement faciles à mettre en place. Et c'est une évidence, mais c'est très bien de les poser, en fait, tout simplement. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que dans cette démarche, il était très très important d'inclure pas seulement les artistes, mais tous les maillons de la chaîne culturelle. Il faut que les programmateurs, les lieux, les chargés de prod, tout le monde soit investi dans cette dynamique-là. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. L'artiste, il fait que s'invisibiliser. Il dit, moi, je prends pas l'avion, donc il renonce à une date. Non, on peut pas se permettre ça, en fait. C'est déjà précaire, nos métiers, donc on peut pas se permettre ça. C'est déjà un investissement de tout notre temps, quoi. Donc... ouais, effectivement, en fait, par exemple, l'approvisionnement, d'envoyer des riders en demandant des produits locaux, etc., ça a l'air tout bête, mais tout d'un coup, on fait changer les mentalités dans les structures qui nous accueillent, et on voit combien déjà c'est compliqué pour une cantine qui a l'habitude... Là, aujourd'hui, ils font venir des choses de l'autre bout de la France ou de l'étranger carrément, alors qu'ils sont entourés d'agriculteurs, de gens qui font les choses localement, et que finalement, tout le monde s'y retrouverait. C'est juste qu'à mettre en place... c'est un peu c'est un peu lourd dans un premier temps, mais à terme il faut penser à long terme en fait. Maintenant on peut plus on peut plus. De toute façon il faut qu'il y ait des initiatives nombreuses pour qu'à un moment donné ça modifie. Il faut que comme on dit, c'est le point de rupture, c'est quand la balance, quand ça change en fait, quand il y a plus de gens qui prônent ces idées là que de gens qui s'en occupent pas. Et donc Aurélien Barraud il parle d'activisme fractal. Tout est bon. Toutes les initiatives, les formats, tout est important.
Alors je vais te poser une dernière question, on change de sujet complètement. J'ai écouté le morceau que tu as écrit pour l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz, pour le projet Rituel, qui a été donc un projet de 2020. Tu as participé, donc c'est la nouvelle direction de Frédéric Morin qui a suscité des compositions de jeunes artistes. Donc tu as écrit Femme d'Élie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette composition ? Oui, bon, déjà comment dire, le fil conducteur de ce programme, donc ça s'appelle Rituel, donc c'est sur des morceaux, il y a une approche en tout cas un peu mystique sur chacune des pièces, qui se veut un peu mystique sur chacune des pièces. Il y a aussi le livre des morts égyptiens, donc il y a beaucoup de compositions qui ont été inspirées, enfin des textes que les compositeurs ont utilisés pour écrire leurs pièces. Moi j'avais à cœur d'écrire et la musique et le texte. J'ai été accompagnée par Grégoire Letouvé aussi, qui m'a bien aidée parce que je sais pas rédiger des partitions pour un orchestre. Ça a été quand même un gros challenge pour moi. Et j'ai écrit cette pièce où j'ai mis un petit peu l'essentiel de mes modes de jeu. C'est un grand pot pourri de tous mes modes de jeu. J'ai écrit ce texte qui est une ode à l'émancipation féminine. Voilà, qui est avec des références à la mythologie et puis des références plus actuelles. Dali dans les flammes et l'homme qui dit la femme d'Élie. Dali loin des fleurs du mal, hors des flammes du lit. Lali d'homme défile et puis l'homme défile l'âme des femmes en cavale. Depuis l'antique literie, pourrit le reste des rebelles dans le linceul de la grand-mie. De la Vestale à l'immorale, il n'y a qu'un pas. Pourtant elle boite dans ses bras. Aube marine, c'est elle qui tangue et se débat. Son port d'attache est comme une ancre dans le bassin poreux vous noie. Il est des jours où l'on ne sait pas comment ni pourquoi. L'antique sonnet ne charme plus, la moule à son rocher n'est plus. Quitter le port, nourrir la rime, viser le phare, braver l'abîme. Sœur, mère, épouse ou concubine, il existe une voie d'où peut jaillir un hymne dont les braises encore chaudes ne laissent pas de chanter. Et la mousse encore tiède ne laisse pas de danser. À l'heure du bal, péché nuptial, Dali détale et met les voiles. Ciao Ulysse! De nos ébats, peu de caresses, trop de calices, il y a des côtes moins revêches. Délire du grec et ses alliés, on l'a maudit. Elle avait qu'à bien manier l'épée. Ainsi la femme d'Élie, prise en flagrant délit, n'est plus la femme dédiée, mais bien la femme des filles. Dali sonne le glas, Délit en bloc le glaive. Un délit de fuite, ils disent. Dali Célie, c'est tout. Dali Célie, libre. Merci beaucoup pour cet entretien, Leïla Martial. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Hémisphère son.